Bonjour à tous. Alors, on va commencer. On a 3 petites minutes de retard, ça va. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous rejoindre. Juste pour le petit côté pratique, donc je vous remercie d'avoir coupé vos micros et vos caméras. Ça permet comme ça pour vous de bien identifier nos invités. Que vous voyez apparaître qui sont les seules personnes du coup avec moi à avoir activé les caméras, et ça évite aussi d'avoir des interférences. Par contre, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intervenir au niveau du chat. Léa, qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas ici, surveille le chat et nous relève donc toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on fera en sorte de pouvoir ou d'essayer en tout cas d'y répondre. Euh, voilà, donc bonjour et bienvenue à tous. Alors, donc édition CEDRAP, nous existons depuis 35 ans. Nous accompagnons les enseignants et leurs élèves, bien sûr, dans leur quotidien à travers nos publications pédagogiques. Nous poursuivons donc cette émission qui est bimestrielle maintenant, en direct. Parlons-en avec CEDRAP. Donc, nous avons déjà réalisé 2 autres réunions. La première, nous avions 3 invités, donc qui étaient Serge Bouèche, conseiller pédagogique et fondateur des éditions CEDRAP, une psychologue, Jeanne Oussamen, et la blogueuse de Lutin Bazar, Morgane Séard, qui ont débattu ensemble sur le thème de l'école à la maison et ont abordé les relations, notamment parents, enfants, enseignants, et le quotidien, les progrès des enfants qui sont confinés. Lors de notre deuxième rendez-vous, nous avons échangé sur l'apprentissage à distance. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'actualité, hein, puisque c'était toujours en relation avec ce que nous vivions actuellement. Donc, nous avions avec nous Julie Chalon, qui est neuropsychologue, Euloris Natiel, qui est professeur des écoles et blogueuse aussi à l'école du bord du monde, et Benoît Genier, docteur en psychologie du développement et ingénieur de recherche en sciences humaines. C'était un moment riche de conseils et d'analyses sur, entre autres, les différents modes de communication et cognition, la concentration et les difficultés d'apprentissage des enfants à la maison. Toutes ces émissions, vous allez pouvoir les retrouver, ainsi que celle d'aujourd'hui, sur notre site cedra.fr. Alors aujourd'hui, à l'heure du déconfinement, nous avons choisi un thème, bien sûr, qui est celui qui vous préoccupe tous depuis lundi, enfin même s'il vous préoccupait déjà avant, qui est la double gestion de la classe. Quelle nouvelle forme scolaire après le confinement, pardon. Vous avez pu envoyer vos nombreuses questions sur ce thème, et pour y répondre, nous sommes ravis donc de recevoir 3 invités. Alors, Sandrine Brou, professeure des écoles et blogueuse sur la trousse de Sobel, vous y C'est ça, partagez c'était pour la classe. oui, Vous allez donner votre regard au plus près des petits élèves. tout à Voilà. fait, oui, exact. J'ai Bonjour. récupéré donc mes élèves hier. Bonjour à tous. Oui, j'ai donc fait une première journée hier avec 5 élèves seulement. Donc, j'en ai 20 qui restent à la maison. Et donc, voilà, déjà l'organisation, les consignes de base pour le protocole sanitaire, l'organisation matérielle de la classe et le distanciel et le présentiel à gérer, qui n'est pas une simple Et ouais. affaire. Avec un Voilà, déconfinement, c'est vrai que selon ouais, les classes et les écoles très différentes. Céline, tout alors à Céline fait. Clabet, vous êtes enseignante conseillère pédagogique et docteur en sciences de l'éducation. Vous avez participé aussi à l'élaboration de la méthode français clé en main aux éditions CEDRAP, cycle 2 et cycle 3. Donc, on se connaît et je suis ravie de vous revoir d'ailleurs. Donc, vous venez aussi avec votre expérience et nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment ça se passe peut-être, et en tout cas nous donner vos conseils et vos points de vue sur l'actualité et sur ce déconfinement. Guy Hudo, alors vous avez été éducateur spécialisé avec des enfants sourds et êtes désormais psychologue clinicien en pédopsychiatrie et en cabinet privé. Vous êtes également enseignant vacataire à l'Université catholique de l'Ouest pour des étudiants en psychologie, et votre regard, bien sûr, nous intéresse. Bienvenue à tous les 3. Donc, nous avons regroupé ce grand thème en 3 thèmes principaux. Ces 3 thèmes, on va essayer. Alors, on a eu plein de questions, hein, on vous les a toutes synthétisées sur les autres diapositives. Donc, la première, la transition vers le retour en classe, rassurer et avancer. Ensuite, nous allons essayer de parler sur l'alternance des rythmes, puis la place de l'erreur dans la continuité des apprentissages. Alors, ce sont des grands thèmes, bien sûr, et à travers vos regards et expériences, on va essayer de répondre au mieux
aux différentes questions qui nous ont été posées. Alors, sur le premier thème, nous avons eu plusieurs interrogations. Donc, c'est vrai qu'on est sur une année particulière, hein, exceptionnelle, avec une reprise échelonnée, avec une reprise fractionnée aussi. Donc, beaucoup d'interrogations de la part des parents, des enfants, mais beaucoup des enseignants aussi qui appréhendent ce retour en classe, autant, voire plus peut-être que les élèves. Peut-être des inquiétudes aussi qui étaient senties par les élèves et par les enseignants. Guy Udo, vous voyez la place un petit peu de cette inquiétude arrivée en classe par les élèves, peut-être parce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Alors, vous avez le micro qui est coupé, hein. D'accord. Alors, il est possible, en effet, hein, que certains jeunes enfants confinés pendant 2 mois à la maison, certains d'entre eux ne sont pas beaucoup sortis, et donc ils appréhendent peut-être cette nouvelle rentrée. Enfin, les échos que j'ai pu avoir, tant par rapport aux enfants que j'ai pu recevoir hier ou à certains amis et certains enseignants, il semble aussi que les enfants étaient très heureux de retrouver la classe, le chemin de la classe hier, leurs maîtres et maîtresses. Et donc, à la fois, il y avait une inquiétude, me semble-t-il, inquiétude qui était plus du côté des adultes, parents et enseignants, sans doute moins du côté des enfants. Alors, les échos que j'ai pu avoir, tant des enfants que de mon entourage, est plutôt propice à une rentrée, certes difficile, mais qui va plutôt dans le bon sens. Sandrine, votre rentrée, je crois que c'est très bien passé, il me semble, hein, avec les 5 élèves. Oui, 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 je me faisais beaucoup de soucis, moi aussi, comme la majorité des enseignants, hein. Je suis arrivée, je vous avoue, mardi avec une boule au ventre. Je ne savais pas trop comment j'allais les retrouver, comment moi j'allais vivre tout ça. Finalement, je me suis laissée porter par l'enthousiasme de mes élèves qui étaient tellement heureux de revenir. C'est vrai que j'imaginais qu'ils allaient être angoissés, mais en fait, non. En fait, pas du tout. Ils étaient, eux, ils étaient dans leur insouciance, dans leur bulle d'enfant, et je me suis laissée porter dans leur énergie, et du coup, ça a été très, très agréable de les retrouver vraiment, malgré le reste, tout ce qu'on a dû leur expliquer, rester espacé d'un mètre, on nettoie, on désinfecte, on se lave les mains, etc. C'était finalement beaucoup plus léger que ce que je n'imaginais, en fait. C'est vrai que la Ouais. première question qui était notée, qui nous a été posée juste avant cette rentrée, qui finalement a été hier, hein, montrait vraiment, d'ailleurs c'est noté, hein, ils perçoivent certainement aussi l'inquiétude des adultes, comment gérer les conséquences psychologiques et l'enfermement et la peur de l'autre, de la maladie et même de la mort. Je crois que cette question est arrivée avant et on s'est rendu compte, votre expérience, c'est vrai que moi j'ai eu des échos aussi de mon côté, où finalement l'enfant, c'était plutôt une projection d'adulte, il me semble, que de voir ces inquiétudes-là. Ah oui, oui, absolument. Les enfants, je les ai fait parler en arrivant parce que je pensais que c'était vraiment la première chose à faire. Je leur ai demandé comment allez-vous? Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Comment aujourd'hui vous vous sentez? Bien, super. Ils avaient rien de spécial à me dire, genre pourquoi est-ce qu'elle me pose cette question? Je vais bien. Ouais, oui, oui. Donc c'était très agréable à vivre parce que bon, après, peut-être, voilà, comme vous le disiez si bien, Sandra, au début, j'ai peut-être un environnement socioculturel un petit peu plutôt aisé. Est-ce que ça joue? Peut-être que dans un autre environnement, les enfants réagiraient différemment. En tout cas, moi, mon expérience, c'est celle-ci, hein. Oui, juste peut-être pour dire un mot, en effet, la maladie tue, donc la mort, il a été question beaucoup à la télévision, dans les médias, dans les journaux, euh, de ce virus Covid-19 qui tue, malheureusement, et c'est la réalité. Cependant, il y a peu d'enfants, bien entendu, qui sont décédés de cette maladie, et l'enfant est plutôt du côté
du jeu, de l'amusement, il a ses propres trouvailles. Et c'est en ce sens-là que l'école est une bouffée d'oxygène pour lui. Et Y a-t-il d'où l'accueil chaleureux et l'accueil bienveillant donc qui est attendu du côté des enseignants. Y a-t-il un risque que cette inquiétude revienne après coup? C'est-à-dire que là, on est sur la rentrée, les enfants sont très heureux. Est-ce que dans quelques jours, justement, il n'y aurait pas besoin, parce qu'on demande aussi comment aider les enfants à mettre des mots sur ce vécu personnel. Bon, après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas vécu les mêmes choses, hein. Il y a des régions qui ont été extrêmement touchées. Alors nous, par exemple, moi, je suis dans le sud, vers Toulouse, il n'y a pas eu trop de cas, même si on a été un petit peu touchés, mais rien à voir avec l'Est ou la région parisienne. Donc, comment aider justement à mettre des mots, peut-être quelques conseils pour les enseignants, pour faire parler ces enfants qui ont pu vivre des choses plus difficiles? Ben, la réalité, le fait d'accueillir quelques enfants, ce sont des groupes de 5 à 10 enfants, des jeunes enfants. Et donc, ce petit groupe peut permettre donc aux enseignants de proposer des jeux, des dessins, une prise de parole à leurs élèves pour qu'ils puissent avoir un regard et entendre éventuellement quelque chose qui serait vraiment douloureux pour un enfant. Et donc là, dans ce cas, eh bien, l'enseignant prend les dispositions pour en parler après, pour le vérifier du côté des parents, voir, lui proposer un ou deux noms pour si vraiment il y a vraiment une tristesse du côté de l'enfant, pour que l'enfant puisse aller en parler chez un spécialiste. Mais il y a aussi tout l'intérêt du groupe d'enfants, du groupe de pairs, PAIRS, qui permettra à l'enfant de dire éventuellement des choses douloureuses qu'il pourrait avoir vécues dans sa propre famille. Alors, une autre question qui est plus dans la pratique du quotidien, c'est ce retour en classe. Comment assurer cette transition entre les apprentissages à distance qu'ils ont connus jusqu'à présent, c'est-à-dire avec une présence forte du parent, je suppose, et ce retour en classe? Céline, peut-être quelques conseils ou quelques exemples? Alors, on ne vous entend pas? Ah, il y a un petit problème de micro, visiblement. Je vais peut-être laisser la parole en attendant à Sandrine, voir si vous pouvez prendre peut-être un micro ou des oreillettes. N'hésitez pas à nous couper si vous trouvez, si vous trouvez Oui, à nous. Sandrine, peut-être prendre la oui, parole? oui, il n'y a pas de souci. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que, et je pense que c'est pour tous les enseignants pareil, on a beaucoup misé sur le travail à distance parce qu'on avait le temps de le faire quand on était constamment à la maison. On faisait plein de choses, on envoyait beaucoup de mails, beaucoup de travail, enfin beaucoup de travail. On envoyait le travail qu'il fallait et bon, peut-être même beaucoup de collègues reprenaient des corrections, d'autres le faisaient moins. C'est vrai qu'avec un retour à l'école, on est moins disponible. Donc, il faut peut-être se dire qu'on peut lâcher un petit peu, en donner moins. Il faut que la charge de travail à envoyer soit moins importante pour qu'on puisse assurer derrière le distanciel. Après, c'est vrai que quand on a des équipes qui s'entendent bien, la majorité du temps, on arrive à s'organiser avec nos collègues qui n'ont pas repris la classe, c'est-à-dire les collègues de CE1, CE2 et CM1, pour qu'ils nous aident soit sur le présentiel, soit sur le distanciel en fonction de leurs possibilités, pour qu'on puisse continuer à assurer le maximum de travail correctement. Voilà, donc c'est important de s'appuyer sur nos collègues, c'est un travail d'équipe. Vraiment, il faut plus que jamais arriver à travailler avec nos collègues et s'appuyer dessus. Alors, est-ce que le micro remarche? Non, décidément. Non, peut-être pendant quelques secondes, peut-être vous déconnectez, vous reconnectez avec nous, Céline, peut-être que ça va marcher. Là, on va continuer doucement le débat et puis vous nous rejoignez. Donc, alors c'est vrai qu'il y a aussi des inquiétudes des enseignants sur les points de vigilance qu'ils doivent avoir. Est-ce qu'il y a des fautes à ne pas commettre ou est-ce que on fait de son mieux de toute façon
voilà, pour accompagner au mieux les élèves dans cette reprise qui finalement est à 2 vitesses, puisqu'on aura certains en classe, d'autres pas. Il va peut-être y avoir aussi des cas où ce sera un roulement, des cas de figure vraiment très, très différents. Donc, y a-t-il des impairs ou des points de vigilance importants, ne serait-ce que dans les apprentissages, mais aussi dans le relationnel et dans la relation avec celui qui est resté à domicile pendant que les autres sont en classe, justement? Je vais répondre. Oui, je pense que du coup, il est important de garder le contact aussi avec les enfants qui sont pas en classe de plusieurs manières. Pour ma part, j'ai utilisé donc pendant toute la période où on était à la maison la visioconférence via le CNED qui nous a été recommandé une fois par jour. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je continue à le faire en classe avec mes élèves en présentiel, mes élèves en distanciel, ce qui permet de garder un contact avec tout le monde. Mais il y a aussi la possibilité d'organiser des petites vidéos, de faire intervenir les uns et les autres voilà, via des petites vidéos à recevoir, des sons, à faire des petits montages, à envoyer tout le temps à tout le monde pour garder cette cohésion, ce lien de classe avec tous les enfants, et essayer de les motiver pour qu'ils reviennent vers nous, pour justement qu'ils ne décrochent pas et trouver des idées intéressantes et voilà, leur donner envie de rester avec nous, même s'ils ne sont pas là. Oui, et c'est vrai que bon, quel peut être le ressenti d'un élève qui, lui, aurait voulu être là, qui reste en classe? Peut-être, monsieur Udo peut donner quelques conseils. C'est vrai que, on a vu, hein, on l'a dit dès qu'on a démarré, cette rentrée, ça a été la grande joie pour la plupart des élèves, mais certains n'ont pas pu rentrer encore. Donc, voilà, ils savent que certains camarades y sont. Est-ce qu'eux vont avoir encore plus d'angoisse et pourquoi pas moi? Voilà, est-ce qu'on peut accompagner ou rassurer aussi ces élèves-là? Mais je crois euh, euh, que là, justement, cette période inédite, hein, c'est une période inédite auquel est confronté à la fois l'enseignant, les parents et l'élève, appelle à la création de tous. Et il était dit juste avant que je prenne la parole du travail d'équipe. Là, vraiment, ce n'est plus une relation, me semble-t-il, qui doit être uniquement du côté du maître et de l'élève, mais du côté de la classe, à la fois avec les groupes d'enfants, présents ou à la maison, et aussi avec l'équipe enseignante. C'est à chacun et à chacune de, de trouver à partir de ses propres centres d'intérêt, de ses propres compétences, certains qui sont plus portés par l'informatique et par les nouvelles technologies, d'autres qui sont plus sensibles et plus à même d'utiliser et de créer par les anciens manuels scolaires. Euh, j'ai eu l'exemple d'un collègue professeur qui, la veille du confinement, avait eu le temps justement de donner à chacun de ses élèves un cahier, un vieux livret, un livre. Et donc, du coup, c'était cet objet, le livre et le cahier, qui permettait le lien entre, pendant ces 2 mois, donc à distance entre le professeur, l'élève et le parent. Donc vraiment, c'est une période où je crois, en effet, c'était Edgar Morin, hein, donc un homme que tout le monde connaît, qui a aujourd'hui 98 ans, et qui disait cela lors d'une interview. Il disait, on se croit maître, on se croit le maître. Et là, non, et personne n'est le maître, ni le pouvoir politique, ni le pouvoir économique, ni le pouvoir enseignant, ni le pouvoir sociologique. Chacun a vraiment pris un gros coup sur la tête. Et donc, par contre, on peut retomber sur ses jambes en innovant, en trouvant des petites solutions. Et je crois que les enfants, y compris les enfants en difficulté, puisqu'on parle beaucoup des enfants en difficulté, y compris les enfants en difficulté, peuvent rebondir justement par rapport à des perches que l'enseignant ou l'enseignante lui propose. Et donc des propositions forcément inédites, puisque l'environnement, le contexte est vraiment inédit. Alors, Céline,
Alors, toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça marchait très bien hier. Euh, non, on vous entend toujours pas. Je ne sais pas. Alors, juste pour continuer, peut-être que Céline va réussir à trouver. Là, j'avoue que je ne peux pas vous aider à distance. Juste pour clôturer ce thème, au niveau des apprentissages, il y a déjà l'inquiétude de la rentrée scolaire de septembre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en septembre? Imaginons que toute la classe soit là, on va être optimiste. Toute la classe est en présence. Faut-il faire déjà se dire qu'il faut faire du rattrapage absolument parce qu'on n'a pas pu clôturer le programme d'une classe sur l'année précédente, c'est-à-dire 2019-2020? Voilà, comment consacrer cette nouvelle, ce début d'année sur la programmation des choses à faire. Donc, un retour arrière, est-ce qu'on avance sur le programme? Quelques conseils, puisqu'on est quand même là sur un schéma un peu inédit et en même temps qui a concerné tous les élèves, même si cette reprise, elle, ne concerne pas forcément tous les élèves immédiatement. Sandrine, peut-être comment vous pensez faire Moi, personnellement, septembre? Moi, personnellement, ma projection, c'est de commencer une année scolaire absolument normalement, comme si on avait fini l'année, et de remédier au cas par cas là où il y aurait des lacunes sur les nouvelles notions qu'on va aborder au courant de l'année, en disant, bah voilà, ça l'année dernière on l'avait pas vu, du coup, ben au lieu d'avancer un petit peu plus vite, on consacrera du temps à revenir sur cette notion qui n'avait pas été vue l'année dernière et avancer petit à petit comme ça, à combler en fait les petits trous qui manqueraient par-ci par-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est vrai que l'école, les classes, bah, c'est des cycles, hein, c'est pas des années, enfin, des années seules. Et c'est vrai qu'on a tout un cycle pour arriver à acquérir les compétences voulues. Donc, des choses ont été vues les années précédentes, on les reprend les années suivantes. C'est pas tous les ans des nouvelles notions. Donc, on peut très bien avancer, commencer une année normalement et puis revenir sur les petites choses qui n'ont pas été vues. Pour moi, à un moment donné, il faut arrêter de faire un blocage aussi sur les programmes à boucler absolument. Absolument. Vaut mieux s'assurer que les acquis fondamentaux soient vraiment réels et poser des bonnes bases, hein, comme pour tout, des bonnes fondations pour qu'on puisse avancer après sereinement, que les enfants soient à l'aise, ne se sentent pas perdus et prendre le temps justement de revenir petit à petit sur des petites choses sur lesquelles on n'avait pas pu travailler en fin d'année. Moi, je pense, moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Oui, c'est vrai que hier, quand on a préparé un petit peu la réunion, Céline rappelait effectivement l'importance du cycle et des compétences aussi, hein. Donc, pour rappeler qu'effectivement, on n'est pas à achever une année avec précisément un programme précis sur la classe et des compétences, mais il y a 3 ans. Ceci dit, on sait aussi l'inquiétude des parents, notamment pour ceux d'élèves en CM2, puisqu'il y a un changement d'établissement, c'est-à-dire que là, l'élève d'école se retrouve dans un collège. Et donc, physiquement, on a l'impression que c'est un gros changement et que finalement, s'il n'a pas fini le programme, c'est une catastrophe. Alors justement, là, dans ces cas-là, quel discours tenir, comment rassurer? Et y a-t-il vraiment une difficulté, y a-t-il vraiment un problème pour ces élèves-là? Guy, vous voulez répondre? Non? Alors, je veux bien, je suis peut-être pas le plus à même de répondre à ce type de questions pédagogiques, mais malgré tout, il me semble que d'une part, les professeurs qui recevront les élèves au mois de septembre euh, auront à cœur de revenir sur ce qui a pu se passer ou sur ce qui n'a pas pu être vu et être acquis lors de la fin du CM2, parce ils connaissent bien la réalité de ce qui s'était passé auparavant. Ça, c'est une chose. D'autre part, il me semble que la réalité d'aujourd'hui, le fait d'accueillir des élèves en petits groupes et à distance permet à l'enseignant, par exemple de CM2, d'évaluer et de voir
où se trouve l'enfant, à quel niveau il est, c'est-à-dire de faire davantage une pédagogie vraiment individualisée, singularisée par rapport aux enfants qu'il connaît et qu'il a ou qu'elle a donc à part. Là, du coup, c'est un enseignement qui peut-être est davantage particularisé et donc au plus près de l'enfant. Donc là, du coup, l'enseignant peut-être justement, l'enseignant ou le groupe de copains, celui qui est un peu plus haut, permet justement d'accompagner l'enfant, cette zone de proximité là dont on parle. Ça permet justement d'amener l'enfant à faire des progrès. C'est une zone un peu fragile, mais cette période là du mois de mai et du mois de juin peut permettre aux enfants justement de faire des progrès par rapport à cette zone sensible, tant avec l'aide du maître qu'avec l'aide peut-être de certains copains. Et peut-être aussi communiquer du coup avec ce même discours auprès des parents parce que c'est vrai qu'un parent n'est pas forcément au courant de ce qu'est un cycle, etc. Peut-être rappeler effectivement de façon très succincte ce qu'est un cycle et que la 6e aujourd'hui fait partie du cycle 3. Donc il y aura forcément une continuité, en tout cas une attention particulière des professeurs qui sont au collège et envers les élèves qui vont arriver. Oui, alors, je crois là, invité, on en dirait. effet, tout à fait. Là, tout à l'heure, je parlais du coup qu'on avait tous reçu, et là, ce réel là qui nous est tombé dessus permet aussi peut-être va permettre à certains enfants justement de quitter sûrement le programme établi, mais de faire de nouveaux apprentissages, d'apprendre de nouvelles connaissances. Et bien entendu, il n'y a pas catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe pédagogique. L'enfant va tout le temps, et notamment par le biais du cycle, aura tout le temps de refaire des apprentissages et aussi de se servir de ce qu'il a vécu, peut-être parfois difficilement, pendant cette période de confinement. L'esprit un peu catastrophique, il est plutôt, me semble-t-il, du côté des adultes et pas du côté des enfants. Alors juste, on a eu sur le chat une question qui était comment recevoir les élèves en situation de handicap? C'est vrai que là, il y a aussi un discours ou peut-être un positionnement un petit peu différent à avoir. Quelques conseils pour ces enseignants qui doivent recevoir des élèves dans ces situations-là? Oui, en effet, c'est une réalité plus difficile, notamment dans ce retour à l'école et en classe, puisque les, les mesures de distanciation qui sont demandées sont parfois difficilement applicables pour les enfants handicapés. J'entendais ce matin sur France Inter la directrice d'un institut médico-éducatif qui parlait justement de la difficulté, voire l'impossibilité d'accueillir le groupe d'enfants qui était normalement accueilli à l'IME et donc dans les classes également, internes à l'IME. Là, ce sont des décisions qui sont prises au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Certains enfants ne peuvent pas retrouver le chemin, non pas de l'école, mais le chemin de l'IME ou de l'hôpital de jour. Les CMP, par contre, restent ouverts. Et donc, les lieux de consultation ambulatoire sont parfois possibles, mais les lieux de prise en charge institutionnelle sont plus difficiles à mettre en place. Alors, pour le maître, en effet, là, eh bien, l'approche individuelle est forcément davantage de mise et aussi vraiment de bienveillance à l'égard des parents. Mais ce dont on sait aussi que les parents d'enfants handicapés étaient déjà préparés davantage, ils étaient déjà préparés à avoir leur enfant davantage à la maison. Ils étaient déjà préparés à un accompagnement individualisé puisque leur enfant allait voir le psychologue ou allait voir l'orthophoniste ou la psychomotricienne. Et donc, certains parents, paradoxalement, certains parents d'enfants en difficulté étaient déjà dans une démarche d'accompagnement au quotidien de leur enfant.
donc Oui. peut-être plus à même d'accepter et de s'adapter par rapport à par rapport à cette période délicate d'aujourd'hui. Alors, sur ce premier thème, on a parlé essentiellement effectivement des élèves. Là, on a une première question sur l'alternance des rythmes qui est plus de l'ordre de l'enseignant. Comment gérer de front le double travail entre justement l'école en présentiel et en petit groupe et l'école distance? Alors, on a évoqué un petit peu là en discutant. On a aussi reçu un témoignage justement sur une activité possible. Donc, quelqu'un qui dit, donc lui, il fait en sorte que les élèves soient acteurs en classe, de manière à ce qu'ils créent du lien entre ceux qui sont restés justement dans leur maison et les autres. Et avoir ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que le fait de mettre en lien les écoles en présentiel avec ce distance, tout le monde finalement est regroupé, et il y a toujours ce sentiment d'appartenance à une classe. Donc lui, il met au maximum des activités de ce type-là. Donc les enseignants ont cette inquiétude, c'est comment faire concrètement pour gérer ce double travail. Alors il y a des outils effectivement, mais concrètement au quotidien, voilà, on est le matin, l'après-midi à l'école, les autres, voilà, comment ça peut se passer, quels conseils pourriez-vous donner à ces enseignants? Moi, tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment se limiter aux fondamentaux, c'est-à-dire aux français, aux maths, ne pas vouloir en faire trop, essayer de donner, de faire la même chose avec les élèves en classe et les élèves qui sont à la maison, exactement, et s'appuyer effectivement sur les collègues pour nous aider, soit le matin, soit l'après-midi, à prendre la classe. Moi, par exemple, dans mon école, je vais travailler tous les matins. L'après-midi, c'est une collègue qui a des CE1, CE2, CE1, comme je disais tout à l'heure, qui va me prendre ma classe. Pendant ce temps-là, du coup, je pourrais gérer mon distanciel avec les enfants à la maison. Après, il existe effectivement des outils numériques qui sont pratiques pour faciliter la tâche. On a, par exemple, on peut créer des exercices sur le site de Canopée Cuisinière qui permet de donner du coup la possibilité à tous de travailler sur les mêmes outils. On a un retour des familles, des enfants directement sans avoir à passer par des adresses mail ou par les parents. C'est nous qui corrigeons. C'est très rapide, c'est très intuitif et on peut faire, l'avantage c'est qu'on peut le faire avec les élèves en classe et les élèves à la maison peuvent faire la même chose. Après, c'est sûr que cela nécessite un outil, des appareils, comment dire, que tout le monde ait du matériel numérique à disposition. Dans les écoles, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que il y a comme ça pas mal d'outils pratiques. Il y a pas mal de sites aussi, donc Learning Apps, comme Cuisinière, qui proposent des quiz déjà tout faits que les enseignants peuvent réutiliser. Tous ces outils, on peut les mettre sur des padlets, envoyer aux familles avec tous les liens, que tout était bien organisé, tout est bien structuré pour faciliter les choses. Mais voilà, pour pouvoir organiser tout ça, il nous faut du temps, qu'on nous libère du temps en classe. Et c'est là-dessus, à ce moment-là, qu'il faut vraiment s'appuyer sur les collègues pour pouvoir préparer tout ça. Peut-être une petite précision de ce qu'est une Padlet? Un Padlet, en fait, c'est Padlet, pardon. comme, en fait, c'est une page internet sur laquelle on peut créer des parties. Par exemple, moi, nous, on a une conseillère pédagogique super en études de la langue dans notre académie qui a créé un Padlet, Nathalie Leblanc, pour ne pas la citer, qui a créé un Padlet en littérature, qui a créé un Padlet. Pardon? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui? Oui, c'est Céline Clabec. Je me suis connectée avec le téléphone. D'accord, super. Bon, merci Céline. Donc, Sandrine était en train d'intervenir en donnant des exemples sur l'alternance des rythmes. Donc, on va la laisser finir et après, je vais vous laisser la parole justement pour vous exprimer sur ce qui était un peu le thème d'avant, hein, puisqu'on a été coupé. Oui, donc je disais, c'est un site sur lequel donc on peut
trouver des parties, différentes parties, je ne sais pas comment m'exprimer mieux, désolée, où tous les liens pour les exercices qu'on propose à nos élèves sont référencés sur une seule et même page Internet. En fait, les parents n'ont qu'à cliquer sur le lien et l'enseignant aura tout organisé, tout géré au même endroit. C'est vraiment très pratique. Et on peut en trouver des tout faits qui sont créés par des conseillers pédagogiques, par des enseignants, par des blogueurs. Moi, j'ai mon amie blogueuse Sylvie Anglais qui a le site Storytelling, qui a organisé un Padlet en anglais. Une conseillère pédagogique de la Circo, de notre académie, pardon, qui en a fait en littérature. Et ils sont vraiment très, très bien faits. Ça renvoie, ça fait gagner beaucoup de temps aux enseignants dans leur travail de recherche et d'organisation. Voilà. Et les enseignants peuvent aussi se créer eux-mêmes leur propre Padlet à envoyer aux parents. Donc, c'est vraiment très utile. C'est très bien. Mais c'est vrai que voilà, tout ça, c'est assez chronophage. C'est quand même beaucoup de travail et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas mener de front et le présentiel et le distanciel. Et c'est très important, du coup, de s'appuyer sur nos collègues pour pouvoir nous libérer du temps. Oui, parce qu'il était spécifié quand même qu'on avait le choix, soit on faisait du présentiel, soit on faisait du distanciel. Jusqu'au 25, c'est possible dans les équipes de s'organiser, comme ça, d'organiser une sorte de répartition des tâches. En général, les inspections laissent les enseignants assez libres de s'organiser comme ils le souhaitent. Je reviendrai peut-être après sur les questions. Il y avait des questions sur les programmes et peut-être que j'y reviendrai après une fois que le numéro 2 sera fini. Oui, on peut y revenir puisqu'on vient de démarrer à peine le 2 et c'est vrai qu'on parlait notamment le problème des CM2, de l'inquiétude des parents qui arrivaient en sixième, ces élèves qui devaient aller en sixième et que le programme n'a pas été terminé. Donc voilà sur quoi on avait clôturé un petit peu le thème numéro 1. Donc peut-être que vous voulez ajouter des choses à ce niveau-là. La notion de préciser, là il faut recommencer lentement. Effectivement, on avait beaucoup, le message au départ c'était de beaucoup focaliser sur les maths et le français, mais là maintenant toutes les disciplines sont bonnes à prendre. L'interdisciplinarité aussi peut marcher pour justement remettre la machine en route. Donc, alors je voulais parler des compétences psychosociales. Il y a des organismes dans toutes les régions, les IREPS, sont des organismes régionaux qui s'occupent de la santé. Et il y a des fiches, si on cherche IREPS sur Internet, il y a des fiches très opérationnelles. L'IREPS de Bretagne a publié quelque chose qui s'appelle « Reprendre la classe après le confinement » et qui propose des fiches qui permettent, des fiches très opérationnelles, vraiment des séquences de classe toutes faites, où ce sont des petits questionnements, des petites fiches de prête toutes prêtes pour justement reprendre la classe après le confinement. C'est le titre de l'ouvrage. Ça, c'était pour un premier point du 1. Pour le deuxième point du 1, qui était surtout doit-on finir le programme absolument? Ben non, je pense que ça a déjà été dit. Le programme, en fait, c'est pas un programme, c'est pas une somme de connaissances que les enfants ont engrangées, ce sont des compétences qu'ils ont à développer et tout le monde remplit le LSU et voit bien que les compétences s'acquièrent progressivement. Et la logique de cycle actuellement a mis la sixième dans le cycle 3 et ça c'était pour que les enfants aient un parcours individualisé. Et puis que les parcours qu'on tienne compte du parcours de chacun. Donc les enseignants du second degré commencent à être sensibilisés à ça et aussi ils ont intégré la logique de cycle puisque ça suit avec un cycle 4. Donc on n'a plus à livrer des enfants clés en main en sixième quand même. Enfin, les choses évoluent lentement mais elles évoluent. Et je pense que cet événement qui est ce traumatisme-là va peut-être permettre d'individualiser plus la formation, l'enseignement et de répondre aux besoins de chaque élève de façon plus personnalisée. Mais ça bousculait énormément les pratiques. Ça, je reconnais que c'est un grand choc.
Ah oui, et justement en parlant de pratique, il y avait une des questions, c'est on a abordé déjà un petit peu là sur le thème 2, l'alternance des rythmes et notamment le double travail, comment le gérer pour l'enseignant. Mais il y avait aussi tout simplement de façon très concrète, comment construire une séquence d'apprentissage hybride. Un petit conseil peut-être, un exemple? Je pense qu'il faut essayer de mettre en place des choses qui ne sont pas chronophages déjà et utiliser vous avez du scolaire, c'est-à-dire la notion, enfin, ce qu'on appelle hybride, c'est un temps où on dit hybride, ça veut dire qu'il y a du distanciel et du présentiel. Et ça renvoie à ce qu'on appelait la classe inversée, hein, c'est-à-dire que le professeur dispense son cours, mais pas en présentiel, hein, à distance. Et les enfants peuvent le revoir, c'est peut-être une petite capsule avec un apprentissage. Et l'action du professeur, elle est sur la remédiation, la correction. C'est ça le principe de l'enseignement hybride, hein, c'est qu'il y a des moments de distanciel et des moments, finalement, le moment où l'enfant écoute, c'est pas un moment où il a besoin de l'enseignant. Il a besoin de l'enseignant au moment où il fait ses erreurs et on le corrige. C'est ce moment-là, c'est le moment de l'explication de l'enseignant. Parce qu'un un enseignant explique mieux qu'un parent. Ah oui. Il ne donne pas la solution, il sait faire. C'est la grande expertise de l'enseignant que n'a pas le parent. Oui. C'est ça. Moi, j'ai eu Donc, des parents qui étaient… Le parent peut tout à fait forcer l'enfant à rester assis et à écouter le cours. Ça, c'est encore assez facile à faire. Tandis que donner une explication plutôt guidée pour que l'enfant trouve tout seul, ça, c'est une expertise, c'est un geste expert que nous savons faire. Et le parent aussi a tendance à faire ce qu'il a appris lui, enfin, avec la méthode qu'il avait eue quand il était petit. Et les choses ont évolué, des fois elles sont différentes. Donc il faut aussi respecter la méthode de l'enseignant. Sinon, on se retrouve avec différentes façons de faire. Et là, c'est l'élève, pour le coup, qui empathie, parce qu'il est un peu perdu avec tout ça. Notamment en production d'écrit, par exemple, sur des petites classes, en production d'écrit, l'enseignant sait très bien que si on est en démarche de production d'écrit, il y a des erreurs d'orthographe, la place de l'erreur, elle a sa place et les parents ne peuvent pas comprendre. Mais je pense que les enseignants ont fait ce travail déjà auprès des parents à distance. Dans l'enseignement, durant ces 2 mois, il y a eu énormément de communication entre les parents et les enseignants pour les rassurer là-dessus. Je pense que les enseignants se sont improvisés formateurs de parents. Oui. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu des parents qui étaient un peu démunis justement face à certaines notions de CM2. Ils ne savaient pas du tout comment les expliquer, comment leur expliquer, comment les corriger. Donc, c'est vrai que j'ai eu plusieurs appels téléphoniques, où ils me disaient, est-ce que vous pouvez lui expliquer directement au téléphone? Donc, on essayait de faire ça au mieux. On n'était pas… par téléphone, c'est sûr que c'est pas la même chose que quand on est en classe à pouvoir écrire au tableau pour leur donner des exemples. Mais malgré tout, à chaque fois que j'ai raccroché, c'était ah d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc c'est vrai que c'est tout à fait ça, Céline. Alors justement, j'ai une question là qui m'est arrivée. Est-ce que cette expérience de confinement pourrait permettre de modifier notre système éducatif en développant la prise en compte davantage des besoins particuliers de tous les élèves? Alors, est-ce que c'est l'opportunité de ça? Est-ce que c'était déjà fait finalement? Voilà, est-ce qu'on va profiter de cette nouvelle expérience pour remettre en question un petit peu certaines façons de faire? Et Je crois, notamment, oui. oui, je veux bien dire un petit mot. Il me semble que justement cette période très inédite qui a permis à la fois aux enfants, enfin, qui n'a pas permis aux enfants justement d'aller de façon régulière à l'école, et donc du coup ça les a distanciés de l'école, mais paradoxalement, ça a peut-être dans certaines situations et peut-être de nombreuses situations rapproché les parents des enseignants et dans une dimension sûrement plus personnalisée. Et donc là, il y a peut-être une nouvelle forme de lien social, de reconnaissance aussi du parent
vers l'enseignant, parce que là, les parents ont expérimenté, quelle que soit la classe sociale d'ailleurs, ont expérimenté ce qu'est le métier d'enseignant. Et en effet, le parent n'enseigne pas ou n'est pas en mesure d'être dans une position d'enseignement qui fait appel à des compétences, à une distanciation aussi par rapport à l'élève. Et, espérons-le d'ailleurs, espérons-le tant du côté de l'école, du collège, de l'université, du travail, que cette période va amorcer une nouvelle forme en effet, de lien social. Espérons-le, c'est pas sûr, hein, mais espérons-le. Oui, je Alors, pense j'ai tout à fait qu'ils ont moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu vraiment pendant cette période où les parents, et j'espère effectivement sur le long terme que ce ne sera pas juste là suite au confinement, mais qu'on a eu une vraie reconnaissance des parents par rapport à notre métier qui n'a pas toujours été le cas et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et pour tous les âges, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, il faut penser aux Absolument. enseignants de maternelle qui, des fois, voilà, sont un petit peu. Ouais. Et là, voilà, on Ouais, voit tout ce qu'il faut faire avec les tout petits aussi, hein, c'est ça. et combien c'est essentiel, dès 3 ans, même plus petits d'ailleurs, de faire toutes ces activités, hein. Moi, Il y j'ai a mes aussi. collègues de CP. Pardon. Oui. J'ai mes collègues de CP, juste un petit mot, Mm. qui m'ont épatée parce qu'elles me disaient qu'elles envoyaient des mails aux parents avec tout le détail de toutes les activités ardoises, orales que les parents devaient mener, que ce soit le calcul mental et comment ils devaient l'expliquer, ils détaillaient tout. Elle me disait, les parents, ils étaient vraiment étonnés de tout ce travail de minutie qui était fait derrière le remplissage juste du fichier de maths, par exemple, ou voilà, que c'était vraiment un gros travail de l'enseignant qui était préparé en amont et que les parents ne voient pas, en fait. Hein. Oui, c'était vraiment une Voilà. découverte, effectivement. Ouais. Juste, parmi les questions qui sont affichées, de façon très concrète, il y a la question de mais comment garder l'unité au sein de la classe, créer du lien, du collectif, tout en respectant les distances physiques en classe, puisque c'est ce qu'on nous demande, il y a la distanciation à préserver. Alors, est-ce que tout ça peut être fait? Garder de la distance et créer du lien concrètement sur ces premiers retours de ce premier jour? Alors, comment vous dire que malgré toute la bonne volonté du monde de ma part et de la part de mes collègues, c'est une prise de tête vraiment pour leur faire respecter la distance. C'est, je pense, la chose la plus difficile hein, dans ce protocole à respecter. On essaye, on leur dit 20 fois par jour. Dès qu'on a la tête tournée, bah, ils sont regroupés. Dès qu'ils franchissent le portail, ils se regroupent, ils sont tous ensemble. Et bon, on a vraiment du mal déjà à faire respecter ce point-là. Maintenant, bon, en classe, la distanciation physique, elle existait déjà plus ou moins puisqu'ils étaient tous assis à leur table. Donc, qu'il y a un mètre ou qu'il n'y en ait pas entre eux, moi, j'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose. La seule chose, c'est qu'ils parlent un petit peu plus fort pour se parler entre eux. Mais bon, comme ils sont pas nombreux, ça va. Et le lien, malgré tout, ils l'ont vite retrouvé. Je me suis rendu compte que malgré ces 2 mois où ils se sont pas vus, ils se sont retrouvés comme si c'était pas quitté. Et il y avait toujours la même complicité les uns avec les autres. Et je les ai laissés faire, je les ai pas brimés, je leur ai pas dit chut, taisez-vous. Ils avaient besoin, ils en avaient vraiment besoin de se parler, de rigoler, d'échanger. Et bon, on va peut-être falloir les jours à venir qu'on recadre un petit peu les choses pour qu'on puisse travailler un peu plus. Mais c'est vrai qu'hier, c'était un petit peu la journée de retrouvailles et ça leur a fait du bien. Et le lien, il était là. Le lien, il n'était pas perdu. On va pouvoir passer peut-être au dernier thème. Alors, on a eu quand même des questions sur ce thème-là qui sont arrivées. Comment, dans une telle situation, permettre l'existence du collectif dans les apprentissages? Alors, on l'a un petit peu abordé et c'est un thème qu'on abordera plus précisément le 10 juin, hein, lors de notre prochaine émission. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être vous voulez ajouter autre chose ou on l'a quand même un petit peu abordé, il me semble. Une dernière question. Cette expérience pourra-t-elle inciter les enseignants à à différencier, voire individualiser les pratiques des enseignants? Pas simple mais est-ce que c'est faisable? C'est faisable, mais ce qu'il faut voir, c'est la faisabilité, parce que
Les journées sont limitées en temps. Là, c'était exceptionnel. Je pense qu'il y a eu un investissement exceptionnel. On sait que le métier d'enseignant c'est un métier au long cours, que c'est un métier qui nécessite de pouvoir être soumis longtemps. Et faire du présentiel, du distanciel, de l'individualisation, effectivement, c'est l'idéal. Mais le problème, c'est en termes ergonomiques, hein, comment faire rentrer tout ça dans une journée et arriver à trouver des gestes professionnels efficaces et qui facilitent la tâche. Parce que un enseignant ne peut pas passer trop de temps à des tâches laborieuses toute la journée, en plus de la tâche, de toute l'intensité affective qu'il y a dans la journée de classe. Donc là, maintenant, je pense que tout le monde s'en rend compte et tout le monde... c'est faisable, tout ça c'est faisable à condition que ça ne peut se faire qu'en équipe, avec une répartition des tâches, avec une confiance et puis une répartition tout seul. Je vois pas comment tout seul on peut individualiser par contre. Il faut travailler en équipe. Concrètement, matériellement, c'est pas possible. Donc, il faut travailler en équipe, puis mettre des priorités, faire des groupes, individualiser. Oui, parce que l'individualisation personne par personne, ça paraît. C'est un rêve, mais dans le concret, concrètement, c'est pas tellement faisable. Mais déjà, individualiser les parcours des élèves à besoin, c'est une chose. Voilà, différencier un petit peu, c'est déjà énorme. Je pense que si on se fixe des objectifs modestes, on a des chances de réussir et puis de vouloir s'engager plus. Si on se fixe des objectifs trop ambitieux, on s'épuise. Alors, on va passer au... Oui, pardon. Pardon. Après, j'ai envie de dire, moi, que c'est aussi la liberté pédagogique de chaque enseignant. C'est en fonction de ses ressentis, de la manière dont il aime travailler. Il existe des pédagogies qui permettent de différencier, d'individualiser plus nos pratiques. Je pense à la pédagogie freinée en l'occurrence, avec des plans de travail, qui permet à chaque enfant de travailler à son rythme et à avancer selon les compétences où chacun en est. Mais encore une fois, voilà, c'est l'enseignant lui-même qui va faire la démarche de se dire, voilà, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était bien parce que tout le monde en était au même point. Est-ce que maintenant que chaque enfant n'a pas avancé de la même manière parce qu'il était chez lui et qu'il n'a pas eu le même accompagnement, certains en ont eu, certains n'en ont pas eu du tout, est-ce qu'on ne va pas chercher une autre façon de travailler? Est-ce qu'on ne va pas demander à avoir peut-être des formations via nos conseillers pédagogiques, peut-être qui s'y connaissent, pour trouver des pédagogies qui rentrent plus dans cette démarche d'individualisation? Il existe des choses, il existe voilà, des pédagogies, des outils qui sont pratiques, qui peuvent le permettre. Le problème, c'est que voilà, il faut que ça vienne des enseignants, qu'ils aient envie de le faire. Chacun a sa liberté d'enseigner selon ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Moi, je sais que j'ai un double. Voilà, moi, dans ma classe, j'ai justement cette double pédagogie de traditionnelle, on va dire, et de pédagogie freinée. J'utilise un plan de travail et c'est vrai que ça me permet d'individualiser un petit peu plus et c'est très intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est à chaque enseignant de faire la démarche de demander, de se renseigner, de demander de l'aide ou des conseils. Alors, je propose de se régler le temps. Parce qu'il est bientôt 16h. Alors, Céline, une dernière remarque et puis après, on va passer au thème 3. Il y a aussi dans le cas des CPD doublés, par exemple, il y a un cadrage institutionnel en termes de choix d'outils qui commence des fois à être un peu... il existe un cadrage institutionnel, notamment dans le cas des CPD doublés, par exemple. CP, c'est un des doublés. Donc, effectivement, il y a d'une part la liberté de mise en œuvre des enseignants, mais il y a aussi des indications institutionnelles. Voilà, il y a un équilibre entre les deux. Alors, on voit que c'est un thème qui est important. Il y a de quoi dire. D'ailleurs, c'est le thème qui sera le 27 mai. Donc, vous voyez, on a fait toute une réunion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
plein d'exemples à apporter là, sur la différenciation et sur l'individualisation. Pardon. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'avancer sur la place de l'erreur dans la continuité des apprentissages. Alors, bon, même s'il reste peu de temps, quand même, on a abordé tellement de choses là, sur ces deux grands thèmes, ces deux premiers thèmes. Alors, les questions, je vais les lire très rapidement et puis on va essayer chacun peut-être de donner son point de vue. Donc, à la reprise, quelle attention apporter aux enfants que l'on sait déjà en difficulté en temps normal? Donc, est-ce que ça les a justement, peut-être, est-ce que ça a géré un fossé encore plus gros entre ceux qui étaient à l'aise et ceux qui avaient des difficultés? Donc, comment gérer ce creusement des différences scolaires entre les élèves? Certains ont travaillé et ont été accompagnés à la maison, d'autres sont restés isolés et seuls. Alors, certains élèves savent qu'ils avancent moins vite que d'autres et sont inquiets. D'autres ont perdu confiance en eux. Mais comment les rassurer? Donc, on est toujours quand même en lien. Et enfin, comment prévenir de l'échec scolaire? Peut-être un mot, on va commencer par Guy, qui a été silencieux sur cette deuxième, qui était très axée sur les apprentissages. Mais là, on aborde quand même aussi beaucoup l'inquiétude, les difficultés scolaires. Donc, un premier mot de votre part, peut-être? Oui, il me semble que certains enfants étaient, avant le confinement, en difficulté. Notamment, une des hypothèses, c'était la pression pédagogique, la pression du programme posée sur l'enfant, posée sur l'enseignant, posée sur les parents. Et là, d'ailleurs, mon expérience clinique tend à le démontrer, c'est que certains enfants, pendant le déconfinement, se trouvaient mieux, se trouvaient allégés et avaient moins de difficultés psychiques que avant le confinement. C'est-à-dire que là, on voit bien que la pression de l'école, le trop de pression de l'école et des programmes favorise bien entendu l'échec scolaire et la difficulté d'un enfant pour aller à l'école. Ce serait une hypothèse que l'on pourrait poser par rapport à ce que l'on nomme les phobies scolaires. Alors, moins de pression, donc certains enfants ont appris sûrement différemment pendant ces 2 mois, et donc peut-être que là, les jours qui viennent et les semaines qui viennent vont peut-être permettre à l'enseignant justement de voir et de remarquer à la fois les points de butée, bien entendu, de l'enfant, et aussi les points de réussite, et aussi la façon, la manière dont il se trouve actuellement par rapport à certaines connaissances et certaines acquisitions qu'il doit faire. Et donc, l'enseignant peut être plus proche de l'élève et plus davantage l'aider par rapport à ses difficultés actuelles. Mais peut-être que cette pression-là va repositionner le lien entre l'enseignant et l'élève. Dans le titre, la place de l'erreur dans la continuité des apprentissages, il y a peut-être aussi un sous-entendu, l'élève qui est seul à la maison, enfin, avec ses parents, et qui se trompe. Est-ce que justement, ça va renforcer son inquiétude, ou est-ce qu'on a trouvé des moyens d'atténuer cette inquiétude et qu'il ne se sente pas vraiment, voilà, pas délaissé, mais en tout cas dans l'erreur et avoir une estime de soi peut-être qui sont mauvaises. Hein, le fait qu'il soit isolé parce qu'il n'y a plus l'enseignant peut-être pour le motiver ou le parent est peut-être maladroit. Est-ce qu'il y a eu ce risque pendant le confinement? Peut-être que certains parents, en effet, ont pu être maladroits dans leurs remarques vis-à-vis de leur enfant, mais d'un autre côté, il n'y avait pas le groupe classe qui peut parfois aussi être blessant par rapport à un enfant qui se trouve en difficulté, où l'enfant est parfois pointé également par rapport aux autres élèves. Et là, l'enseignant peut également partir et repartir justement de l'erreur de l'enfant. Là, justement, il peut se rendre compte au moment où l'enfant était seul à la maison pour faire des exercices, il peut peut-être davantage se rendre compte de la difficulté et de l'endroit où se trouve réellement l'enfant. Et donc, du coup, de lui apporter, soit en présentiel, soit en distanciel, de lui apporter peut-être des outils pour dépasser cette erreur. Mais l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage, elle fait partie en effet du progrès et du parcours de chacun d'entre nous.
Sandrine, hier, vous parliez pardon. Allez-y, Céline. Oui, c'est important aussi. Bon, la place de l'erreur, mais les élèves en difficulté aiment bien réussir. Donc, c'est important aussi de leur proposer des tâches, pas uniquement, mais où ils sont, où ils sont rassurés par beaucoup de réussite. S'ils sont sans arrêt en situation de ne pas savoir ou d'être pris en faute, entre guillemets, ils vont perdre de la motivation. Et on voit que ces élèves-là aiment bien les exercices dits, entre guillemets, faciles. Ils aiment, de même qu'un élève aime bien lire, on va dire de CE1, elle aime bien relire des livres de maternelle, ça le rassure parce qu'il a l'impression de maîtriser complètement la lecture. Tout ce temps passé à refaire des tâches dont on pense qu'ils savent déjà les faire, ça rassure les élèves et ça assure leur maîtrise. Effectivement, c'est pas que ça, mais ça peut prévenir, réassurer l'élève en lui disant, ben voilà, tu sais faire ça, tu l'as réussi, donc tu vas refaire ce que tu sais faire et pas toujours le mettre en situation de choses qu'il ne sait pas faire. Et petit à petit l'amener à chercher par lui-même. Voilà. Là, je voulais aussi entendre Sandrine parce que il me semble que dans cette reprise d'hier, il y avait un élève ou plusieurs, je ne sais pas, qui étaient en difficulté. Et eux, comment ont-ils géré justement, alors qu'ils sont en difficulté habituellement, ce premier jour? Comment s'est passée cette fin de journée? Alors, en fait, ils m'ont beaucoup touchée. C'est justement ces 3 élèves-là qui étaient dont un particulièrement en grande difficulté et qui m'a regardée, qui m'a dit qu'est-ce que c'est bien qu'on soit qu'à 5, t'arrives bien à m'expliquer, t'as du temps pour moi. Et pareil, les deux autres filles, elles m'ont dit oh, c'est bien, parce que ben voilà, notre gros souci quand même aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des classes trop chargées. En double niveau, 25, moi, on fait tout aussi bien qu'on peut, malgré notre bonne volonté, mais je me rends compte vraiment aujourd'hui, et surtout les enfants s'en rendent compte aussi, qu'on n'arrive pas en fait à s'occuper d'eux comme on devrait le faire, pour assurer justement, combler toutes ces réponses apportées, qu'on peut leur apporter par rapport à leurs erreurs, prendre du temps pour eux, s'asseoir à côté d'eux. Bon là, en l'occurrence, on ne s'assoit pas, mais bon. Pour vraiment leur expliquer précisément là où ils ont besoin. Et si on avait des classes avec des effectifs de moitié, bah, ça changerait la vie, j'ai envie de dire. Ça changerait vraiment pour ces enfants qui en ont vraiment besoin. Moi, ils m'ont vraiment touchée parce que j'ai ressenti leur bonheur d'avoir leur maîtresse qui arrive enfin à leur consacrer du temps, le temps dont ils ont besoin, quoi. Et ils m'ont dit d'ailleurs, hein, maîtresse, on va pas leur dire que c'était aussi bien, hein, comme ça ils restent chez eux les autres. Peut-être, alors là on a dépassé l'heure. Alors je propose que chacun peut-être une petite phrase de conclusion. Alors là c'est une belle fin en tout cas sur ce point positif avec ce ressenti d'élèves sur ce premier jour de classe. Peut-être ajouter autre chose ou sur ce thème-là ou Ben, cela témoigne, l'expérience de Sandrine témoigne du lieu de l'école comme élan, comme découverte, comme un lieu aussi où l'enfant peut souffler, hein, de situations familiales parfois difficiles. C'est un lieu d'aération pour les enfants et pour les parents. Et donc ça donne également peut-être, en effet, cette période-là de dérèglement, c'est une période de dérèglement, peut amener aussi en effet, à l'équipe pédagogique et à l'éducation nationale, peut-être aussi d'autres formes, des formes nouvelles d'enseignement, donc de l'innovation. Céline, un dernier mot? Bon, ben, je pense que là, je pense qu'il a très bien parlé, donc sur les formes nouvelles d'éducation. Voilà. On finit par cette touche, ce témoignage vraiment positif. Et c'est très bien, un lieu, voilà, comme vous avez dit, un lieu aussi de plaisir retrouvé sur apprendre, voilà, et réussir. Voilà, la réussite, c'est aussi du plaisir et on le voit avec ses élèves, avec ce retour en classe, un petit comité, certes, et c'est ce qui l'a permis en tout cas. Voilà. Bon, merci en tout cas à vous pour cet échange et merci à tout le monde d'avoir assisté à cette réunion. Vous pouvez retrouver la vidéo sur cedra.fr et sur notre chaîne YouTube. Prochain rendez-vous, donc le 17 mai,
N'hésitez pas à vous connecter pour poser les questions. Et encore merci Sandrine, Guy et Céline d'avoir pu nous faire partager vos expériences et vos conseils aussi. Voilà. Bonne journée à Merci, tous. au revoir. Au revoir.